Merci beaucoup, merci de votre accueil à toutes et à tous pour cette soirée. Alors, pour qui s'intéresse à la fois à la photographie contemporaine et au paysage, il est difficile de ne pas rencontrer l'œuvre d'Anne-Marie Filaire. Alors nous, on a l'occasion de se rencontrer, pas suffisamment, mais ce soir, c'est pour nous un vrai plaisir de se retrouver autour de son travail. Hem, on vous l'a dit, l'idée c'était à la fois de vous montrer, un parcours, un ancrage, une inscription du travail d'Anne-Marie dans, la création contemporaine depuis plusieurs décennies maintenant, mais aussi, bah, de profiter, de regarder des travaux récents, voire, pour certains qui n'ont peut-être pas encore été, vraiment montrés. La question du paysage est une question classique hein, pour un historien de l'art et un historien de la photographie, mais ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement traité classiquement. Je dirais que la démarche à la fois poétique, documentaire et politique d'Anne-Marie Villers fait aujourd'hui de son travail dans les collections, par ses ouvrages, un travail de référence. Et la question notamment, on parlait de tes enseignements, de la transmission aussi, puisque la question de l'exposition importante, de l'édition aussi, mais aussi de parler le travail et on y viendra tout à l'heure aussi de l'écrire, parce que tu publies aussi des textes à l'appui de ton travail maintenant qui me semble être un élément clé de plus en plus peut-être pour le traverser. Alors Anne-Marie, peut-être on peut commencer, non pas par le commencement, mais quand même un peu, avec des images qui datent de quelques années. Tu souhaitais nous montrer quelques paysages, je dirais, d'un territoire qui n'est pas très éloigné d'où nous sommes Ah oui. aujourd'hui. En fait, je voulais commencer avec des travaux anciens, un des premiers mes premiers travaux, des paysages d'Auvergne. Donc, en fait, pour vous montrer, cette relation au paysage, puisque tout mon travail durant toute ma vie de photographe, j'ai photographié des paysages. C'est vraiment le sujet que j'utilise pour m'exprimer. C'est un sujet absolument magnifique. Pour moi, c'est la chose la plus réelle et la plus abstraite à la fois. La question du paysage, c'est un genre aussi qui a ses moments de mode et ses moments où il n'est pas du tout en vogue, puisque sur 40 ans de travail, il y a des moments où le paysage s'intéresse pas du tout les gens, des moments où c'est très intéressant, où c'est mis en avant. Donc j'ai traversé aussi toutes ces périodes. Mais je voulais vous montrer d'abord ces premiers paysages, qui sont mes paysages d'enfance, puisque je suis aussi originaire d'Auvergne, dans un format 24-36. Les photos que je vous montre sont des tirages que j'avais faits à l'époque où j'ai commencé en faisant du tirage d'art. Donc voilà, je voulais commencer avec ces images de ces paysages voilà, de mes origines. Et c'est aussi à partir de ces paysages-là, grâce à ces paysages-là, que j'ai été engagée ensuite dans la mission de l'Observatoire photographique du paysage, un travail qui a été extrêmement important dans mon œuvre, dans mon parcours, parce que ça a été extrêmement structurant. L'idée, c'est d'observer les paysages dans le temps. C'est une mission qui émane du ministère de l'Environnement à l'époque. Et donc, moi, j'ai travaillé sur le parc du Livradois-Forez, à nouveau en Auvergne, à nouveau dans mon territoire maternel, puisque je suis originaire de Clermont-Ferrand, donc cette région-là, mais aussi de la Haute-Loire, où se situe l'Observatoire. Donc, j'ai pu explorer vraiment toutes les facettes de ce territoire. Et ce travail-là que j'ai fait de façon extrêmement technique, extrêmement rigoureuse, où je refotographiais les mêmes lumières, les mêmes ombres portées, où je recherchais à photographier l'image et non pas le paysage. Ça a été euh, une structure, parce que je l'ai fait pendant de très nombreuses années. Et pendant toutes ces années, j'ai aussi voyagé dans d'autres territoires. Donc c'est un peu l'histoire du Jokari, où je revenais toujours photographier la même image et je partais ailleurs. Donc cette épaisseur temporelle que j'ai photographiée, c'est une structure très importante. Voilà, je ne la montre pas, mais je voulais montrer l'Auvergne à travers ces premières images. Une première question, je joue le rôle du candide, hein, mais parce que moi, ça m'intéresse, quand on me parle Oui. de photographie, de connaître un peu les moyens opérationnels qui sont mis en œuvre. Des photographies de paysages, on sait qu'on peut les réaliser de différentes manières, mais il suffit de regarder celles qui nous sont projetées pour imaginer que tu n'es pas équipé d'un smartphone pour Mhm. plaisanter, mais que tu es vraiment une photographe qui aussi s'affronte à la question technique, à des choix, que ce soit des optiques, des dispositifs. Et peut-être tu peux nous dire un petit peu comment tu as abordé cette façon d'être dans le paysage avec un certain équipement, parce que ça va nous donner peut-être aussi une image
de toi au travail. Oui. Alors ça, ces images-là, je les ai faites au 24-36, hein, ce sont mes premières photographies. À l'époque, j'avais un 24-36, hein, j'avais un Nikon, voilà. Et puis j'avais un petit Leica aussi, je sais plus comment il s'appelait, RC, je crois. Donc 2 petits appareils photo, enfin le Nikon c'est quand même un mais c'est un 24-36 donc voilà, c'est mes premières photos, c'était au 24-36. Par la suite, l'observatoire, ça a été un équipement plus lourd parce que j'ai acheté à ce moment-là un moyen format, je travaillais sur trépied. Donc ça a été, le début d'une photographie extrêmement structurée et c'est un format, le 6-7 que j'ai utilisé toute ma vie et que j'utilise encore aujourd'hui. Toujours les mêmes formats, les mêmes optiques, en l'occurrence, le 90 correspond au 50. Pour moi, c'est un format magnifique, mais c'est un format aussi très dur, qui n'est pas facile parce qu'il n'y a aucun effet. Il n'y a pas l'effet de l'élargissement du champ, du zoom. Il faut vraiment s'approcher de son sujet. C'est un format qui est très beau, mais qui demande beaucoup de travail, en fait, et qui est, voilà, qui est difficile, je dirais. Mais ça a été mon format. Donc voilà, pour parler de l'appareil et de la façon d'être. Donc là, j'étais très mobile. Je travaillais à l'épaule. Enfin voilà. Et après, j'ai travaillé sur trépied toute ma vie jusqu'au terme dont on parlera tout à l'heure, où je reviens à une photographie beaucoup plus libre. Oui, c'est intéressant quand même de nous donner ces clés-là parce que entre travailler au 24-36 puis ensuite au moyen format sur trépied, ça veut dire qu'il va s'installer une méthodologie, Mmh. une exigence, une capacité aussi à donner quelque chose d'assez littéral, c'est-à-dire d'arriver à évacuer tout un potentiel Mmh. d'effet que la Oui. photographie permet d'obtenir, mais tu mets en place assez tôt finalement une méthode, peut-être aussi, on parlera de protocole à un moment donné, quelque chose qui va construire, constituer et te permettre d'avoir des repères permanents aussi dans ton travail, avec l'idée du retour aussi, hein, ça c'est Oui, oui. important. Il y avait déjà énormément de travail ici dans ces images faites au 24-36 sur la lumière. Enfin, pour moi, c'est important de le souligner. Le paysage, c'est vraiment une relation à la lumière et notamment la photographie noir et blanc. C'est que ça, hein. C'est vraiment une relation à la lumière qui est permanente, même si on ne montre pas la couleur. Alors on est parti, je dirais, de l'Auvergne, mais une des particularités de ton parcours a été d'être, j'allais dire ailleurs, mais on va voir Mhm, où. Ce qui fait aussi que tu as été une artiste et une photographe qu'on a moins vu que d'autres parce que tu as été beaucoup, beaucoup à l'étranger, beaucoup mhm, montré aussi à mhm, l'étranger, avec un intérêt pour des territoires qui sont fortement marqués par l'histoire. Ils le sont tous. On le verra avec le Grand mhm, Paris, mhm, mais particulièrement ceux dont on va parler maintenant. Et très vite, autour de la question de paysage, il y a eu une grande thématique hein, qui est celle effectivement de quelque chose qui dans le paysage se referme, se sédimente, voire nous exclut. Et très vite, la poétique et la politique se sont imbriquées dans ton travail. Tu nous projettes ce terme très puissant, très dur aussi, mhm, d'enfermement. mhm. Quelle a été cette étape dans ton travail? Eh bien, bon déjà, le choix des images dans cette présentation ce soir, introduire avec l'Auvergne. Après, j'ai fait de très nombreux voyages pendant 15 ans au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique de l'Est. J'ai choisi ici de montrer le travail sur la Palestine, puisque c'était inévitable d'en parler ce soir pour contextualiser aussi, parce que c'est un travail que j'ai fait il y a 20 ans maintenant, qui a une dimension historique. Donc je pense que c'est intéressant juste de raconter ce que je vois, ce qu'on voit dans les images. Et puis aussi parce que ce travail-là, à l'époque, quand j'ai commencé, moi j'ai commencé mes voyages, j'avais besoin de partir, j'avais besoin d'aller voir ailleurs, de m'éloigner, d'aller. J'ai vu le paysage, j'ai vu mes voyages comme une espèce de page blanche pour aller m'éloigner, si vous voulez, aller rencontrer d'autres choses. Et puis je suis partie à Jérusalem, c'était l'envie d'aller au Moyen-Orient, je voulais commencer à Jérusalem, c'était pour moi l'endroit où se croisent l'espace et le temps, enfin c'était le point de départ évident. Et puis j'étais invitée par l'ancien conservateur du musée d'Israël à l'époque, Yona Fischer, tout de suite, dès que je lui ai écrit, il m'a dit venez. Et d'ailleurs, c'est mes paysages d'Auvergne, les petits paysages que je vous ai montrés tout à l'heure. Ça me permet de dire que ces paysages, je les ai emmenés partout avec moi dans mes voyages. Vous voyez, c'est eux qui m'ont ouvert la porte du Proche-Orient. C'est eux ensuite que j'ai amenés au Yémen, parce que, alors que je parlais pas l'arabe à l'époque, c'est eux, je savais qu'avec ces paysages volcaniques, je pouvais rentrer en dialogue avec ces gens que je ne connaissais pas. C'est une terre volcanique, le Yémen, et ça n'a pas raté. J'ai exposé et là, je suis rentrée en contact avec les gens à travers ces images. Je les ai emmenés dans plein d'endroits en Asie, partout. Et ils m'ont permis de rencontrer des gens, donc ils sont très importants pour moi.
Donc là, je fais le choix de voilà, l'Auvergne, la Palestine, après on passera aux terres parisiennes. Mais c'est juste pour résumer un long parcours. Donc, Et on va le voir dans l'image suivante. Là, euh, il y a des choix de lieux, mais il y a aussi des choix de forme, voilà. puisque En vous fait, découvrez ce qu'on appelle un panorama. oui, pour parler de la forme, hein. Ce travail-là, donc, je l'ai réalisé, ces images qui sont devenues des panoramas. Vous voyez toujours le format 6:7, mais le format 6:7 qui se déploie. J'ai documenté à cette époque, dans ces images qui sont des grands bandeaux, la période de séparation entre Israël et les territoires palestiniens. Donc c'était la construction du mur, hein, entre 2004 et 2007. Donc à cette époque, cette méthodologie de l'Observatoire photographique du paysage, cette mission pour laquelle je travaillais en France, je l'ai déplacé là-bas. Ça me paraissait tellement important de le faire là-bas. Donc voilà, simplement, l'espace se fermait et paradoxalement, il s'est déplié dans ma photographie, ce qui fait que quand vous ne pouvez plus avancer, vous vous mettez à tourner sur vous-même. Donc l'espace est déplié dans ma photo et j'ai gardé justement ces séquences pour montrer que dans ces images, il y avait aussi une accumulation de temps, un morcellement de l'image. Voilà, la forme pour moi, elle était juste parce qu'elle correspondait à ce que je faisais, à ce que je voyais, à ce que je vivais. Voilà. Donc, pour parler de la forme, et c'est un travail que j'ai fait, c'est un travail aussi très technique. Je suis revenue régulièrement pendant 4 ans refaire ces images. Mais pour moi, la forme la plus juste, c'est celle du panorama. C'est celle du déploiement de l'espace, c'est celle de ces grands bandeaux, de cet espace déplié, de ce vide aussi qu'on voit dans la représentation du paysage, puisque c'est ce qu'il y a de plus violent pour moi dans ces images. À l'époque, tout se déchirait, les gens se séparaient. Et il y avait cette grande violence qui était déjà présente sur ces territoires. Donc en fait, pour moi, ces images, elles sont importantes parce qu'elles témoignent d'un territoire. Ces images sont toutes datées du jour de l'année et bien sûr nommées par leur lieu et par le mot Palestine, évidemment. Euh, voilà, donc celle-ci, elle est très importante. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup d'images qui ont été faites avant la construction du mur. Cette image-là, elle a été faite en 2004. Celle-ci que vous voyez, c'est en 2006. Donc, c'est le même endroit, mais le mur s'est placé dans cette vallée. Là, je suis aux abords de Jérusalem. Donc, voilà, la même image avant la construction de ce mur. Donc, c'est toute une documentation. C'est une photographie qu'on pourrait dire documentaire, effectivement, parce que je montre la réalité. Mais c'est aussi pour moi une photographie, on dirait plasticienne, puisqu'il y a une construction, il y a une masse, il y a une forme, un format, il y a une grandeur, une dimension, etc. Et puis il y a une intention, enfin, c'est tout un travail. Mais c'est ce que l'on comprend aussi tout de suite d'emblée avec ces images de la Palestine, c'est que ce qui t'intéresse, on parlait du genre du paysage, Mhm. c'est sa transformation, c'est sa métamorphose. Alors on a choisi le mot de morphogénèse parce que Oui. on y viendra plus tard, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transformation qui peut être liée à des choix, à une histoire, à des points de vue. Là, c'est assez spectaculaire puisque au motif du paysage, c'est presque, on va dire, sa disparition Mhm. qui est photographiée. Mhm. D'ailleurs, je précise, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce format panoramique, tu pratiques le panorama photographique comme on pouvait le faire au 19e siècle, c'est-à-dire avec un aboutement précis des vues et non pas l'utilisation, ce qui pourrait être aussi Mhm. le choix, d'un appareil qui permet de faire un panorama. Mhm. Hein, donc il y a vraiment l'idée de ces morceaux de paysage qui composent une structure. Peut-être nous rappeler les formats, parce que c'est Du un... morcellement. Oui, alors cette image, par exemple, elle fait 3,70 m de long, ce qui est très grand. En fait, ce qui est très beau, je trouve, dans ces images, enfin, le format est très juste, hein, je trouve. D'abord, c'est comme un sparadrap, là, ici. Mais en fait, quand vous voyez l'image, vous voyez quelque chose qui s'impose par le format, c'est beau. Mais aussi, quand vous vous approchez de la photo, vous ne la voyez jamais en entier, donc vous passez devant un paysage. En fait, là, bon, là, vous passez devant un mur, en l'occurrence, mais vous pouvez passer devant, voilà, un paysage. Cette photo ici, c'est Calandia, donc c'est l'endroit où se trouve maintenant la frontière internationale qui sépare Ramallah de la municipalité de Jérusalem. C'est là où il y a cette immense
Bah, Checkpoint, maintenant, c'est une frontière internationale, hein. Vous avez comme un hall d'aérogare, ce mur tagué, ces grands miradors, c'est là. Eh bien, pour moi, c'est très important, ces paysages. Ces images-là, elles ont maintenant une valeur historique. À l'époque, quand je faisais ce travail, donc ça me permet de revenir aussi, c'était extrêmement difficile pour moi aussi de le montrer. J'étais très consciente de ce que je faisais. J'y suis allée là-bas plein de fois pendant 4 ans pour faire ces photos. Il fallait que je trouve le moyen de le faire, etc. Et je me souviens, à l'époque, j'étais allée à Arles avec j'avais fait sur des grandes photocopies, des grands rouleaux au format. Je montrais ça et on me disait c'est formidable ce que tu fais, mais c'est trop politique, on peut pas le montrer. J'ai eu beaucoup de mal à montrer mon travail. Et en l'occurrence, c'est la presse, c'est Libération avec Serge July qui a publié énormément ce travail. Donc c'est passé comme ça. Et puis il y a aussi, ça me permet de souligner aussi qu'il y a des centres d'art qui ont fait des coproductions et dont l'Artothèque du Limousin qui était là au départ et qui eux m'ont permis de commencer à produire des œuvres. Et après, il y a eu ces premières productions avec l'Artothèque du Limousin, il y avait l'Artothèque d'Angers, il y avait le quartier à Quimper. Puis après, ça a grossi, ça a continué, voilà. Mais ça n'a pas été simple au départ. Donc en fait, c'est vraiment aussi tout un acharnement pour faire ce travail. Voilà, c'est important pour moi de montrer aussi ces lieux aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, à l'époque, cette période de séparation, c'est une période où il y avait déjà personne sur le terrain. C'est une période où toutes les télés du monde étaient là, focalisées sur les checkpoints, sur les attentats, etc. Mais le sujet de ce conflit, qui est évidemment un conflit de territoire, le paysage, personne ne le montrait, on ne le voyait pas, même dans les médias, à la radio, on ne nous en parlait jamais. Et pour moi, c'était très important. Le paysage, pour moi, ça avait beaucoup de sens. Je travaillais pour la mission de l'Observatoire en France. Le paysage, c'était toute ma vie, c'était tout mon travail. J'avais une grande conscience de ce que je racontais déjà dans ma photo. Donc, c'était un travail que je faisais, dont je ressentais l'importance. Voilà. Et peut-être pour préciser et contextualiser, je prends ma casquette d'historien de Oui. la photographie, aussi cette chose qui est très importante, tu arrives à un moment où le paysage est le lieu de la transformation du statut de la photographie, notamment en France, mais pas que. Après la mission de la DATAR, qui était cette grande mission qui a été développée dans les années 1980 autour du paysage en France, où finalement, pour manifester l'ambition artistique de la photographie, c'est la question du paysage qui s'impose. Beaucoup plus, mais beaucoup plus que le portrait, que tout autre genre identifié. Le paysage devient le laboratoire aussi de l'autonomie de la photographie comme pratique artistique. C'est pas pour rien que tu es là aussi, c'est que tu sens que le point de tension entre documenter, faire histoire avec le paysage, c'est aussi faire œuvre. Et qu'on peut, peut-être plus dans le paysage qu'ailleurs à ce moment-là, creuser cette question de comment on fabrique une représentation du monde à partir du paysage et de ses transformations. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que tu témoignes de la difficulté qu'il y a eu à faire passer d'une certaine manière ce travail dans sa dimension politique et historique, mais je crois que tu étais vraiment à ce point-là de l'histoire de la photographie contemporaine où le paysage s'était imposé comme un laboratoire. Et le temps a fait son œuvre, si je puis dire, et aujourd'hui, et les collections publiques le montrent, le travail est reçu. Oui, en fait, en tout cas, c'est très juste ce que tu dis. Je connais aussi très bien l'histoire de la photographie puisque je l'ai vécu aussi en faisant du tirage d'art à mes débuts et aussi toute l'histoire de la photo, en quelque sorte, passée entre les mains. À l'époque, je travaillais avec Yvon Le Marlec à Paris, dont les photos de la Datar, etc. C'est vrai que c'est tout un laboratoire d'idées aussi, le paysage, et que l'évolution de la photo et l'évolution du paysage ont avancé de concert. Toutes les grandes missions, les premières missions, c'est des missions dévolues au paysage, à l'architecture, etc. Donc, encore une fois, la Datar venait de passer par là. Moi, tout ça, je le connaissais très bien et je me suis engagée ensuite dans l'Observatoire qui a pris le relais de la Datar. Donc, c'est vrai que cette histoire dont tu parles, ce point-là de l'histoire de la photo, effectivement, j'en étais très consciente aussi. Voilà, je savais que je faisais rentrer ces paysages dans l'histoire de la photographie. Tout comme les terres parisiennes, c'est pareil hein, aussi. Peut-être on peut aussi s'étonner ou en tout cas se poser la question en regardant cette période de ton travail sur le choix du noir et blanc, alors que je pense qu'à tes côtés, dans ta génération, quelqu'un comme Thibaut Cuisset, qui pour moi était aussi avec toi un des grands paysagistes français, lui avait fait le choix de la couleur. Mhm. Euh,
Toi, c'est cette question du on va venir à la couleur après, mais Oui. cette question à cette époque-là, du noir et blanc, elle est évidente d'une certaine manière? Ah oui, complètement, oui. Elle est évidente. Pour moi, je voyais en noir et blanc, je voyais pas en couleur. J'ai toujours aimé la couleur, hein, beaucoup, mais c'était pas pour moi. Je ne pouvais pas, je savais pas faire de la photo couleur, je voyais pas en couleur, je voyais tout en noir et blanc. Et puis je trouvais ça très beau, donc pour moi, ça légitimait d'entrer. J'ai pas besoin de plus d'explications que ça. Mmh. Mais c'est vrai que le noir et blanc, c'est beaucoup plus lié à la narration. Moi, je raconte des choses aussi dans ma photographie. Donc, effectivement, il y a tout ce que je vous raconte, tout ce qu'on raconte tout de suite sur le document, l'aspect politique des choses, mais il y a aussi tout un autre discours en background qui peut se lire dans le temps maintenant, aujourd'hui. Mais oui, il y a plusieurs entrées dans mon travail. C'est aussi pour ça que j'écris ou que je fais du son. Enfin, je fais de la radio aussi. J'ai produit d'autres choses, des récits, pour pouvoir parfois accompagner ces images, euh, ces paysages. En fait. Et l'image suivante, c'est un Donc cette image-là, elle fait ouais. partie des collections de l'Artotex. J'avais envie de la montrer. C'est l'image aussi qui est la couverture de ma monographie qui a été publiée à l'occasion de la rétrospective au Mucem à Marseille. C'est une image, on est proche de Jérusalem en 99. C'est une colonie qui s'appelle Malé Adoumim, une colonie israélienne qui à l'époque une toute petite colonie. Aujourd'hui, c'est une mégapole, évidemment. Et voilà, c'est la projection de la ville sur le désert. Donc toujours une image basée sur la lumière. On peut repenser à l'Auvergne aussi, mais ici on est ailleurs. Mais pour moi, c'est toujours un peu la même relation au paysage, hein, dans la photo. J'ai mis donc 3 photos grand format. Ça aussi, c'est une image de Alors Gaza. est-ce que Donc c'est un paysage là? Ou est-ce que c'est un oui, bâtiment? alors oui, tu parles du paysage où on voit Au uniquement la sens nature, où on mais voit oui, au sens large. alors pour moi, bien sûr, j'englobe tout, mais c'est vrai que je suis très proche de la nature aussi de par mon environnement, mes paysages d'enfance, je dirais, Mmh. mais mes quêtes aussi, les déserts. Mais j'ai toujours travaillé dans les déserts et les villes. J'aime beaucoup ces deux pôles-là. Donc ici, comme je travaillais sur un territoire qui était la Palestine, Israël et la Palestine, je suis allée bien sûr à Gaza en 99. Donc ça, c'est une image de Gaza. C'était l'entrée du quartier général de Yasser Arafat à l'époque, hein, donc on est dans un autre temps de l'histoire. Voilà. Donc c'est une image qui est dans les collections aussi de l'Artothèque. Et puis cette image-là, elle est faite un peu plus tard en 2006 à Naplouse, une image qui est dans les collections du Frac Auvergne, celle-ci. Toujours le même format, les mêmes formes, les mêmes masses. Et c'est une image de Naplouse. Voilà. Donc juste pour raconter l'histoire de cette photo, je la raconte parce que elle a été exposée au musée Crozatier au Puy-en-Velay il n'y a pas très longtemps. Et voilà, j'étais venue au vernissage aussi pour l'expliquer parce qu'il y a eu une espèce de vent de panique autour de cette photo. On me disait, Anne-Marie, est-ce que c'est un drapeau du Hamas? On ne reconnaît pas le drapeau du Hamas, etc. En fait, donc on est à Naplouse en 2006. Naplouse, c'est une immense ville, hein. Je raconte juste pour contextualiser cette histoire et cette photographie. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, on nous empêche même de parler, de prononcer même des mots, de raconter. Enfin, c'est un travail. Donc, comme j'ai fait cette photo, donc c'est en 2006, Naplouse, une des plus grandes villes de Cisjordanie. On en entend peu parler. On entend plus parler de Jérusalem, de Tel Aviv, de Gaza, ou de Beyrouth, etc. Mais Naplouse, c'est une immense ville. À l'époque où j'y suis allée, elle était occupée, bien sûr. Ça faisait 7 ans, parfois, que certaines personnes n'étaient pas sorties de cette ville. On est en avril 2006 et venaient d'avoir lieu les élections palestiniennes, donc les élections législatives qui ont été faites sous haute surveillance internationale et qui ont porté le Hamas au pouvoir. Donc c'est à ce moment-là que j'ai travaillé. C'est juste voilà une photo qui montre Naplouse en 2006 après les élections palestiniennes. Donc pour moi, elle a beaucoup de sens cette photo. Alors on va changer d'horizon, si je puis dire, D'horizon. avec tu voulais nous montrer Ah oui, aussi, j'ai mis quelques photos de la fin de Alger mon parcours au Moyen-Orient. Donc on fait juste un bond, on était et oh, voilà, donc juste pour finir, je veux dire, donc j'ai fait 15 ans de terrain à voyager dans tout un tas de pays du Moyen-Orient à cette époque. Les révolutions ont eu lieu, j'ai aussi fait des films, etc. Et en 2012, je suis allée à Alger. Je voulais montrer ce travail parce que, encore une fois, c'est un travail qui est très difficile à montrer, donc j'en profite pour montrer quelques photos. Parce que en Algérie, on n'a pas le droit de faire d'image. Toute image est une photo volée. Et donc, je voulais. Donc là, le travail que j'ai réalisé, j'ai fait plusieurs films, mais
J'ai photographié les portes des appartements d'Alger. Donc c'est encore une série très, très importante, de On a plus le de sentiment 400 d'être encore images. dans l'enfermement, là. Et c'est un travail encore qui montre l'enfermement puisque, les gens vivent tous derrière des portes, blindées. Voilà, ça montre aussi l'empêchement qu'ont ces gens dans ces sociétés, notamment les jeunes, à les difficultés qu'ils ont à parler, à s'exprimer dans ces sociétés. Donc, voilà, ça témoignait c'est une manière de montrer, de raconter quelque chose Les de cette paysages société. empêchés d'une certaine manière. Et puis, Voilà. ce moment important, hein, 2017, la grande exposition au Mucem. Ça change quelque chose dans la réception de ton travail, dans le rapport, Pour moi, lié c'était à sa important. Bah, diffusion? l'exposition Musée, il n'y avait pas les portes, d'Alger, mais elles sont dans la monographie. Pour moi, c'est une exposition importante parce que ça réunissait des photos qui étaient dans plein de collections, qui sont arrivées de plein d'endroits. Tout d'un coup, je les ai vues toutes ensemble. Moi, ça m'a beaucoup émue. Il y a eu aussi une production du Musée, mais c'était basé tout sur le parcours au Moyen-Orient où c'était important. Et c'était qu'une exposition qui montrait le paysage et ouais, c'était important pour moi. Ça a été, oui, effectivement, voilà, une lumière montrée sur le travail, sur l'ensemble du travail. C'était, Et c'est à oui, partir de ce moment, on peut dire, après cette exposition, que va démarrer une autre grande aventure, peut-être moins lointaine, mais tout aussi, étonnante, qui est, celle des terres, oui. du Grand Paris. Ah, Hem, Est-ce qu'on peut peut-être rappeler, qu'est-ce qui démarre à ce moment-là? Qu'est-ce qui est en train de démarrer et dont nous vivons, maintenant un peu les formes abouties, en quelques années, d'une région qui est la région où tu vis, en Île-de-France? voilà, donc en fait, en 2018, donc, par un ami qui est urbaniste, j'apprends l'existence de ces sites qui réceptionnent les terres excavées des travaux du Grand Paris. Et à ce moment-là, j'ai compris immédiatement que ce sujet m'intéressait. En fait, c'est la dimension politique des terres qui m'a intéressée. Bon, moi, je vis à Paris, hein, donc c'est vrai que c'est une ville que j'avais jamais photographiée, hein. J'ai toujours, à Paris, je revenais avec mes images, je développais mes films, je travaillais sur mes photos, mais j'élevais mes enfants, j'enseigne, mais je n'ai jamais photographié Paris. Et là, j'ai compris que ce sujet était pour moi. Donc je suis allée voir le groupe qui gère ces chantiers en leur disant que ça m'intéressait. Donc ils m'ont autorisé à venir sur ces sites pour photographier ces terres. En fait, nous les Parisiens, depuis plus de 20 ans, on vit dans les travaux, hein, et voilà. Mais il y a depuis 8 ans, je dirais, 7-8 ans. J'ai commencé moi, à faire ces photos en 2018. Il y a vraiment le début de la construction du futur métro, le Grand Paris Express. Et là, les quantités de terre excavées par les tunneliers du Grand Paris deviennent juste phénoménales. Et donc, comment vous parler de ces terres? Je vais vous montrer un an de travail à peu près, la façon dont je photographie. C'est des documents de travail, vous allez pouvoir voir l'espace de ces chantiers. Mais juste pour vous dire, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, Paris est devenu le Grand Paris. Aujourd'hui, la métropole du Grand Paris, donc la capitale française, s'est complètement transformée. Euh, c'est un projet qui a été lancé par Nicolas Sarkozy en 2009, au moment où il a lancé la consultation du Grand Paris. Il y a eu tout un tas de projets lancés, enfin proposés par des architectes, et donc c'est le creusement qui a été retenu à ce moment-là. Donc on extrait de la terre du sous-sol de Paris. Ce sont des terres très profondes qui n'ont pas de statut juridique et qui prennent le statut de déchets lorsqu'elles sortent de l'emprise de leur excavation. Donc pour être déplacées sur des sites, donc à peu près 50 km tout autour de Paris. Donc le Grand Paris. Donc on sort la terre, on la déplace, et on peut comprendre la dimension politique de ces terres, comment en étant un territoire. En même temps que ce phénomène-là se passe, on a aussi, à ce moment-là, on a changé les lois, on a changé la façon d'appliquer le droit. Tout ça s'est transformé de façon, enfin, assez folle. Et, et moi, ce travail, donc quand je photographiais ces terres, déjà j'avais la grande conscience que c'est Paris que je photographiais. Et c'est vraiment un travail, encore une fois, sur la frontière. Donc sur la frontière, parce que j'ai beaucoup photographié des frontières aussi dans mon travail, que ce soit des frontières de territoire comme Israël-Palestine ou même l'Algérie, qui sont des frontières plus
psychique ou enfin intérieur. Ici, ce sont les frontières de Paris qui s'agrandissent. Donc, je vais peut-être vous en parler un peu au fur et à Oui, mesure où je vous montre peut-être les photos avancées. Donc, en fait, rappeler juste, petit retour historique, c'est vrai qu'à chaque fois que la capitale se transforme d'une manière extrêmement profonde, mmh, les photographes sont là pour témoigner. Dans le Paris d'Haussmann, qui a oui, totalement démoli, enfin en grande partie démoli le vieux Paris, ce qu'on appelle le vieux Paris, les photographes ont témoigné, que ce soit à Marville ou mmh, d'autres, avec ce souci de documenter. Et à un moment donné, encore une fois, la documentation verse à un moment donné dans un propos qui est beaucoup plus large que simplement documenter, que de créer de l'archive, mais de faire œuvre aussi. mmh. Et quand tu parles d'excavation, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Ce qui est troublant, c'est une transformation du pays, une transformation de la ville qui transforme aussi le paysage. Mais on va le voir des transformations un peu par ricochet parce que ces transformations, toi, tu vas les capturer à un certain moment donné et aujourd'hui, on ne peut plus voir ce que tu vas nous montrer. Donc ça devient très vite historique là, en quelques années. Oui, en fait, contrairement à ce que je faisais avant où c'était le retour sur les lieux qui me permettait de montrer les transformations du paysage, ici, c'est la transformation même que je photographiais parce qu'en même temps que je photographiais, tout ça disparaissait. Hem, Ici, je vous ai mis cette carte, parce que c'est très parlant. C'est, un flux de camions, en une journée qui arrive sur un site. Donc on est en Île-de-France et c'est, le bassin versant de la terre. Je trouve ça très beau. Bon, voilà, donc c'est le flux de camions, qui amène de la terre sur un chantier. Les photos que je vais vous montrer, elles sont toutes issues d'un même site qui se trouve près de Roissy-Charles de Gaulle, qui s'appelle Villeneuve-sous-Damartin. J'ai travaillé sur 6 sites tout autour de Paris. Là, je vous en montre un seul, mais c'est pour vous montrer le phénomène et l'ampleur. Alors, donc là, on est dans les grands terroirs d'Île-de-France. Donc, ce site, au départ, c'est une ancienne sablière qui va être comblée. Donc, on voit bien l'épaisseur de l'écorce terrestre. Et ça, c'est une photo d'un autre site, une carrière d'argile dans l'Essonne. Bon, ça, c'est les photos du départ. Et je Et tu publie commences avec la couleur aussi. avec la Alors couleur. pourquoi? Voilà. Enfin, Eh bien, à ce moment-là, j'avais envie de travailler en couleur. D'abord, j'avais envie d'être très libre sur ces chantiers. J'avais plus envie de. J'avais besoin de marcher, il fallait que je marche, tout ça a été mouvant, etc. Moi aussi, j'avais besoin d'être mouvante. Donc, j'avais besoin de travailler à l'épaule. Donc, Et puis là, je suis passée au numérique aussi à ce moment-là. Donc, c'est le basculement vers le numérique, le basculement vers la couleur et vers une certaine forme de liberté pour moi, pour plein de raisons. Je vais vous la raconter un peu au fur et à mesure, mais déjà, j'ai cette liberté d'être mouvante. J'avais besoin aussi de regarder ces espaces un peu comme des entités, comme des personnes, de les photographier comme ça. J'avais besoin de me sentir libre, en fait. Donc c'est la raison de ça. Puis j'avais envie de photographier des couleurs, des lumières, des matières. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé en couleur à ce moment-là. Mais aussi, il faut vous dire que j'avais 30 ans de travail derrière moi. Donc tout ça aussi, c'était possible aujourd'hui pour moi, la couleur. C'est venu une envie, c'était une évidence et c'était formidable pour moi de travailler en couleur. Voilà. Voilà la raison. non, non, mais on voit le changement à l'œil, Euh, si je puis dire. voilà. Donc ça, c'est un extrait de mon livre Terre, sol profond du Grand Paris que je publie en 2020 à la découverte. Donc je commence à photographier ces chantiers. Je publie en 2020. Le livre, je l'ai fait pendant le confinement. C'est pas une volonté de le faire pendant le confinement, c'était juste, ça s'est fait comme ça, c'était programmé comme ça. J'ai travaillé donc de façon c'était un peu contraint, mais enfin, j'ai fait le livre et puis il est sorti juste à la sortie du confinement. Donc là, c'est quelques pages de ce livre où je montre le départ sur ces chantiers. Un livre où j'ai demandé aussi à Claude Evenot d'écrire un texte. Claude Evenot, était urbaniste et aussi écrivain et aussi parisien. C'est un texte très vivant, un très beau texte aussi qui raconte aussi, qui contextualise ce travail aussi avec l'histoire de la photo, l'histoire du land art et voilà la période. Voilà. Mais juste, je relève, puisque effectivement, quand j'ai découvert le texte d'Evenot, il fait bien sûr référence au land art, ce que tu viens Oui. de... Et on parlait de cette dialectique entre la documentation et la création. Des paysages en transformation vus à travers ton regard et ta culture d'artiste contemporaine. euh, c'est marrant, tu as parlé d'entité, moi ça me marque Mhm. beaucoup ça, c'est-à-dire c'est vivant, ça se manifeste Oui. autant Mhm. que ça se représente. Et justement, est-ce que quand tu abordes ce travail, où le paysage se transforme,
est-ce que tu le regardes aussi avec une culture du land art, c'est-à-dire de cette capacité à intervenir dans le paysage, non pas pour lui donner forme, mais pour révéler ses formes? Non. Non, c'est pas un En fait, objectif. je sais tout ça, mais quand je suis sur le terrain, je pense à rien. D'accord. En fait, le travail, il est très construit, il est très pensé avant, que ce soit de partir au Moyen-Orient ou que ce soit aller travailler sur les chantiers. Il y a une réflexion en amont, il y a un travail avant, un travail de recherche, un travail. Mais après, quand on est sur le terrain, c'est ça. C'est-à-dire que sur le terrain, on avance, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça qui est formidable. Moi, je pense pas. Je travaille quand je suis sur le terrain, donc j'y vais et puis je fais des photos. Et là, je suis complètement euh, happée par ce que je fais, par les lumières, par ce que je vois. Et en l'occurrence, sur ces chantiers, vous voyez, ici, on est en 2021 dans cette image. Le regard travaille énormément. Donc il faut être complètement, entièrement à ce qu'on fait. Voilà, c'est vraiment une relation très directe au paysage en fait, à Très l'espace, c'est physique, très très physique. physique. Voilà, donc pour vous dire, donc je vous ai montré quelques images du départ avec le livre en 2020, sorti en 2020 à la découverte, et puis ensuite en 2021, je continue pendant toute une année, mais là de façon quasi quotidienne, à photographier l'arrivée des terres des tunneliers sur ces chantiers. 2021, la particularité, c'est que c'est les terres des tunneliers qui arrivent sur les chantiers. Donc ces terres, donc les tunneliers, c'est les grosses machines qui creusent les tunnels du métro. C'est des rotatifs qui cassent les molécules de terre. Donc la terre a les molécules brisées, ce qui fait qu'elle a cet aspect bleuté, un peu boueux. Il n'y a pas du tout d'eau dedans, mais c'est le fait qu'elles ont les molécules brisées. Donc ça a cet aspect de terre voilà, qui dégouline. Les chantiers s'agrandissent énormément. Cette emprise que je vous montre près de Roissy, elle fait plus de 200 hectares, donc ce qui est énorme. Et elle est elle-même entourée d'espace, puisqu'elle est proche d'une zone aéroportuaire. Donc c'était vraiment une relation à l'espace. Et aussi, c'est la période du confinement qui continue. Donc, dans ces images, il y a aussi cet espace et aussi on sent cet espace qui est démultiplié par le vide, aussi l'absence d'avions, l'absence d'oiseaux, l'absence d'animaux. Je suis dans un espace minéral. J'ai aussi été très émue aussi parce que c'est des terres très profondes qui n'ont jamais vu la lumière, qui n'ont jamais été touchées par l'homme, jamais anthropisées. On dit on est dans la période de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute action humaine, hein, l'homme a toujours creusé de tout temps, les villes s'étendent, se transforment, etc. Aujourd'hui, toute action qu'on a sur la planète la détruit. On n'a plus de réserve, hein, on le voit bien. Enfin, donc ces terres, on va creuser encore plus profond, on va creuser les océans, on va voilà, on va toujours plus loin. L'extractivisme, par Voilà, ouais, définition. ouais. Et là, l'extractivisme avec Paris, c'est vraiment une réalité. On parlait d'Haussmann tout à l'heure. La transformation de Paris en Grand Paris, c'est équivalent à la transformation de Paris de la période haussmannienne. Sauf que tout ça, ça se passe sous nos pieds, ça ne se voit pas. Et c'est toute une économie souterraine, parce qu'on parle de terre, on parle de déplacement, mais c'est aussi toute une économie. Voilà. Donc, pour revenir aux images, à cette relation, donc en fait, je voyais bien ces terres qui n'avaient jamais vu la lumière, et moi, je la voyais dans ce pays confiné. J'avais cette relation directe avec ces terres. C'était pour moi très émouvant aussi. J'avais vraiment conscience de ce que je voyais en fait, mais ce que je n'avais pas imaginé, c'était la quantité, la démesure de ce que j'allais voir. Donc voilà, 2021, je continue. Donc ce que je vais vous montrer, c'est un peu la façon dont j'ai d'archiver mon travail. Donc, vous voyez, je fais des grandes planches. Donc, c'est juste pour vous montrer aussi un peu la façon dont je travaille, dont je sélectionne mes photos, j'en fais des planches. Comme on travaille en noir et blanc, on a des planches contact. Là, j'ai fait des planches couleurs hein, pour ce travail-là. Donc là, en 2021, avec le livre, je zoomais pas mal. J'avais un téléobjectif, j'avais envie vraiment de me rapprocher, de photographier des couleurs, d'aller en profondeur dans le paysage, de le scanner aussi. C'est ça l'idée du numérique aussi, de changer de qualité d'image, d'aller en profondeur. Le scan, on y va en profondeur, on n'est plus sur une surface comme avec un film. Pour moi, c'était juste avec ce que je photographiais, cette qualité d'image du numérique. Et puis, j'ai eu envie d'élargir le champ, d'inscrire ce travail dans le grand paysage, voilà, de photographier des ciels aussi, d'être dans cette ouverture. Formellement, Ah, voilà. tout à l'heure, on était dans le panorama. Est-ce que là, il y a un choix de la grille d'une certaine manière, de cette juxtaposition? Est-ce que là, ce que tu nous montres, ce sont aussi des assemblages que tu montres tels quels, que tu publies tels quels? Pourquoi ce choix d'une
ni une narration, ni une typologie, quelque chose qui est un paysage d'image aussi en Mmh. soi. En fait, au début, c'est une méthode de travail. Donc, je fais des photos. Par exemple, une journée, je travaille toute la journée sur un site. Après, je rentre, je commence à sélectionner mes photos et je fais un corpus d'images et je l'imprime sur des planches. Donc, ça devient des ensembles. Mais c'est vrai que je trouvais ces ensembles très beaux et il m'est arrivé d'exposer ces photos sous forme de planches, d'agrandir ces images et de faire des grandes planches, comme ça qui deviennent des tableaux, d'extraire des parcelles de ces planches comme ici. Donc ça, c'est une image qui est dans la collection du Frac Artothèque. Des fois, il y avait ce que je trouvais étrange, c'est que des fois, il y avait une dimension complètement anthropomorphe dans ces chantiers, dans ces terres. Je trouvais ça complètement fou. Donc, il y a, euh, voilà, c'est un témoignage. Et quand je vous disais tout à l'heure, donc là, c'est à la Triennale de Hambourg où j'avais montré des planches sous cette forme. Enfin, entre autres, il y avait aussi l'image précédente, il y avait aussi d'autres photos. Il y avait aussi le film Enfermement qui était montré. Oui, parce qu'en fait, les photos, si j'en ai fait aussi des films à des moments. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une année de travail sur les sites. Donc, je vais faire passer les images de façon assez rapide, vous montrer ces planches, comment je travaille. Ça vous permet aussi de voir l'évolution d'un chantier. Donc, toujours sur le même lieu, près de Roissy, au site de Villeneuve-sous-Damartin. Mais est-ce que l'on suit, puisqu'on est dans la durée et dans la Oui. régularité, est-ce que par exemple, ça peut paraître étrange par rapport à ce type d'iconographie, mais est-ce qu'il y a, comme en paysage souvent et en photographie, une saisonnalité? Est-ce qu'il y a des moments de la journée? Est-ce que tu les repères? Est-ce que tu les séquences? Ou c'est plus intuitif que cela? C'est beaucoup plus intuitif et parce que en fait, je vais pas photographier des saisons, tout ça, c'est pas mon truc. Je suis pas contemplative du tout. Mais par contre, là, sur ces chantiers, je venais travailler une fois que les camions étaient partis, parce qu'il faut bien avoir conscience qu'on est dans la période de confinement. Là, vous allez voir, mais en fait, le BTP travaille à plein. Nous, on est tous confinés, mais les camions, ça y va, ça excave et c'est des centaines de camions par jour qui déversent de la terre sur ces chantiers. J'y suis allée bien sûr pendant qu'il y avait les camions, mais après j'ai décidé de travailler une fois qu'ils étaient partis, parce que moi ce que je voulais voir c'est la terre, c'était les espaces. Donc je voulais rester sur mon sujet. Donc je venais après le départ des camions. Donc je travaillais souvent le soir ou très tôt avant le matin. Donc là, en janvier 2021, je reviens sur les sites que j'avais déjà photographiés avant. Donc avant on comblait, le site là s'élève, on fabrique des grandes cuvettes, des grands casiers, on appelle ça des casiers, mais c'est comme des cuvettes en terre, des grandes bassines de terre si vous voulez, et puis dans lesquelles on va on va déverser de la terre, ça va devenir des montagnes. Voilà, donc là, en gros, c'est ça. Puis après, le site s'étend. Mais Euh, ça nous fait penser, j'allais dire presque au syndrome du terril. C'est-à-dire en fait, on fabrique des paysages. C'est une oui, telle masse que finalement, on fabrique des montagnes, des collines en tous les cas. Euh, qu'on comprenne bien ces casiers dans lesquels on met cette terre-là, oui. dont je trouve très beau que tu rappelles qu'elle n'a pas vu la lumière, qu'elle ne Mhm, connaît pas la lumière. C'est mhm. magnifique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de photosensible si elle, Oui, elle arrive à la lumière. oui, oui, c'est des Alors, terres. c'est question, on creuse et on met dedans, mais quand on creuse, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on creuse? Comment ça se construit d'un point de vue Ben, on morphologique? escave le sous-sol parisien, on déplace sa terre profonde et Alors, on. cette terre, en fait, quand tu dis les casiers, c'est quoi? C'est là où on met la terre qu'on a extrait, Oui, c'est ça? ces terres excavées, elles vont dans différents endroits. Je dis, suivant les lieux où elles sont déplacées, ça peut être, on comble des carrières d'argile, Oui, on on peut comble. combler des carrières souterraines, mais aussi on va fabriquer, par exemple, aux abords de villes nouvelles, on va faire des monts de Gaulle, c'est des collines, on transforme le paysage, on va fabriquer des collines, on va faire sur ces collines, on va faire des parcours santé, on rend la terre aux agriculteurs, mais leur terre, au lieu d'être là, elle va se retrouver 200 mètres plus haut. On va faire des zones photovoltaïques où ça se trouve dans coincé entre des autoroutes, des lignes haute tension, etc. Donc c'est des zones un peu euh, où le paysage est relativement abîmé, où on va revégétaliser. Ça dépend où se trouvent ces sites. En l'occurrence, ici, ça se trouve au milieu des grands terroirs d'Île-de-France, de Seine-et-Marne. Au départ, c'est une sablière qui a été comblée, puis après, à cet endroit-là, ça s'élève beaucoup.
Et puis après, ça s'étend sur les terroirs. Donc, on prend la terre aux agriculteurs qui sera rendue après, en partie, hein, sur au sommet des sites. Mais à cet endroit-là se crée une œuvre de land art. Donc, moi, je mets vraiment des guillemets au land art parce que pour moi, ce n'est pas du land art, mais qui s'appelle Les Yeux du ciel, donc fait par un architecte qui s'appelle Antoine Grimbach, où on voit, donc ça va fabriquer, quand on va arriver à Roissy en avion, on va voir deux grands yeux qui vous regardent. Voilà, c'est ce qu'a imaginé cet architecte pour créer son œuvre de land art. Voilà, donc ce site que je vous montre, au final, ça va devenir ça. C'est devenu ça. Moi, je ne l'ai pas vu depuis, mais voilà. Mais en fait, en l'occurrence, pour toute infrastructure paysagère, dès qu'on construit quelque chose, il faut toujours qu'il y ait une part dévolue enfin, à un projet artistique pour boucler des budgets, etc. Donc voilà, donc je vous montre ici cette terre qui arrive et on est en hiver, donc la terre, il gèle ce jour-là. Et je retrouve le chef de chantier, donc il m'explique, vous voyez, on voit une grande cuvette qui se forme, qui n'est pas finie de construire, hein, et on voit bien l'ouverture sur les espaces autour. Ici, on est toujours en hiver, il gèle, donc c'est pour ça que la terre a cette couleur claire. Et on voit cette montagne qui commence à se construire. Si j'ai mis ces photos, si j'ai mis les légendes, c'est pour vous montrer de la façon dont je légende mes photos. Donc je date toujours et je mets là, donc période de couvre-feu à Paris, fermeture des frontières. À cette époque-là, on ferme les frontières de Paris. Et juste pour faire une remarque sur cette construction du Oui. relief, c'est toujours assez saisissant de se dire quelques générations plus tard que tout a été construit, reconstruit. Et je me rappelle d'une étude qui avait été menée par une collègue en histoire de la photographie sur la reconstruction des montagnes au XIXe siècle, qui avait été très bien documentée par les ingénieurs, parce que beaucoup de reliefs s'effondrent, ne se retiennent pas, et donc il faut planter pour qu'ils se maintiennent. Et en fait, nos reliefs sont artificiels. Ceux-là, évidemment, mais parfois des reliefs qu'on a tendance à naturaliser ont été non seulement entretenus, mais des fois reconstruits. Et ça dit aussi beaucoup de choses sur qu'est-ce que c'est qu'un paysage. On a tellement l'habitude d'associer paysage et nature que, de fait, le paysage est une culture dans sa construction et dans sa représentation. Et ce que tu nous montres là, moi je trouve un caractère très épique aussi, parce que on imagine ces norias d'engins, ces excavations, ce travail humain, cette transformation en quelques mois d'environnement familier. Et puis, le temps fait rapidement son œuvre, puisque tu dis, il y a des aménagements qui se mettent en place, il y a des végétations qui se mettent en place, il y a des espèces animales parfois rares qui s'implantent dans ces lieux-là. Et là, on se dit, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans la nature, pour aller vite, qui est cette résilience, cette capacité finalement Oui. à faire naître des écosystèmes extrêmement rapidement. Mais pour moi, ce travail, il a une dimension politique, évidemment, mais aussi une dimension écologique. Ça parle de santé publique, ça parle de tout un tas de choses. En fait, c'est très important, tout ça. C'est des grands sujets philosophiques. Par exemple, les terres, quand elles sont excavées, aussi les terres, elles sont tracées. Il y a des seuils aussi, il y a des seuils de nitrate, il y a des seuils de sulfate, etc. Pour ces questions de santé publique, c'est très important quand on répartit la terre, on la sort, on la déplace. En l'occurrence, ces sites, ça s'appelle des ISDI, ça veut dire installation de stockage de déchets inertes. Donc, c'est des zones où on stocke de la terre. Il y a des normes. Donc tout ça, il y a aussi tout un vocabulaire des terres. Ça s'appelle, donc il y a les gravats, les gravatriers, les terres inertes, les K+, les K bis, enfin, il y a des noms, c'est des nomenclatures aussi qui parlent en fait, de seuil de tolérance pour la santé publique. Et bon, c'est important d'en avoir conscience aussi. Et après, ces terres, elles peuvent. C'est important de dire tout ça parce qu'on déplace le sol, on change les lois, on change le droit. C'est toute une économie. Où est-ce qu'on met les terres Qu'est-ce qu'on fait de ces paysages? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait aussi pour vivre ensemble dans tout ça? Et moi, c'est ça que j'ai envie de raconter à partir de ces images. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que après avoir fait ce travail, donc ça fait
J'ai arrêté fin 2021. Après, j'ai refait un autre livre, je vais vous en parler, ce livre-là qui s'appelle Récit d'un effacement, où je raconte, où j'ai écrit cette expérience à marcher dans la terre, hein, cette relation à l'inerte et au vivant aussi. Ce que je vais vous dire, c'est qu'après, j'ai travaillé sur la Loire. Donc, ça fait 2 ans, je viens de faire 2 ans de terrain sur la Loire, où je m'intéresse à l'eau maintenant. Et j'ai découvert aussi que, par exemple, des gens à Nevers m'ont dit qu'il y avait des terres excavées des chantiers du Grand Paris qui étaient balancées dans le bassin versant de la Loire, près du bec d'Allier. Donc, en fait, il y a eu des associations aussi de gens qui sont montés au créneau un peu, qui ont lutté pour pas que ça se passe, mais ils ont perdu au final. Donc en fait, la terre aussi, on se dit, elle va partir, elle va être disséminée par l'eau. Donc en fait, la terre, on la déplace. Aujourd'hui, on parle de greenwashing. Hein. On parle aussi, mais il y a aussi tout un tas de choses vertueuses. Donc on parle de végétalisation des villes, le cycle terre, etc. Donc il y a tout un tas de belles choses qui se font, mais il faut être bien conscient aussi que ces terres, ce qu'on fait aujourd'hui avec le paysage, c'est aussi, il y a une dimension écologique importante à prendre en compte aussi dans tout ça. Effectivement, et moi, ce que je trouvais important, je me suis acharnée aussi encore à photographier du temps, le temps de cette apparition et de cette disparition en même temps, le temps de l'extension des frontières de Paris, sa transformation, mais aussi, ça raconte aussi tout ça, en fait, ces images-là. Donc là, en l'occurrence, ce que je trouve très beau, c'est on dirait une coulée de peinture. Enfin, je trouve ça très beau. Il y a Oui, des c'est très moments où, étonnant. Ce bleu dont tu parlais tout à l'heure oui, est très voilà, on étonnant. voit bien la couleur de ces terres très profondes et qui sortent d'un coup et qui tout d'un coup vont C'est se une répandre. coulée de bleu C'est une étonnante. coulée de bleu. Oui. Voilà, aussi des fois, alors quand je travaille, je fais des planches, mais aussi je fais aussi des maquettes comme ça très rapidement, et très intuitivement pour restituer une atmosphère. Donc il y a toujours la dimension du voyage, de la route. Ces images, ça fait penser à des grands paysages américains, alors que c'est vraiment un chantier aux abords de Paris. Hein, mais c'est juste pour vous montrer aussi la grandeur de. Donc là, le site, ça grandit, on voit la terre qui se déverse, tout ça, ça augmente, ça avance dans le temps. Vous voyez, toujours cette C'est dimension. Il y a un côté très extrêmement esthétique aussi. impressionnant. L'échelle Je est regarde ça, très je prends la impressionnante. promenade. Anne-Marie, j'ai découvert ton écriture aussi, puisque tu nous as dit, voilà, je viens quotidiennement, les choses se passent, je suis là quand les camions sont là, puis ensuite je travaille sans les camions. Et moi, quand je regarde ces images, je m'imagine toujours où tu es. Parce que, Mhm. on a dit, c'est extrêmement physique, c'est même dangereux à certains égards. Tu as des autorisations particulières pour pouvoir aller dans ces bouts, dans ces paysages Mhm. mouvants et peut-être très mouvants. Et derrière le caractère assez imposant, voire spectaculaire de ces images, il y a la photographe. Et j'ai découvert dans tes textes à quel point tu cheminais aussi d'un point de vue, tu disais politique, mais aussi poétique, dans Mhm. une quête aussi de soi. Et si tu en es d'accord, j'aimerais bien lire un petit passage pour que vous ressentiez aussi Ok. ce rapport à l'écriture et à la langue. Euh, je vais juste prendre un moment qui me semble important, qui s'intitule Les flèches des cathédrales. Alors, on parlait de monuments tout à l'heure. C'est une ombre qui entre dans l'image. Elle se projette sur une route avant un virage. Elle est bien centrée. La route s'engage dans un décor champêtre en arrière-plan sur les bas-côtés des pierres blanches, un terrain fait de creux et de bosses. Le lieu est désert. Elle quitte rapidement la partie bitumée pour suivre une piste de terre qui mène vers le centre de l'enclave, traversant un hémicycle qui lui rappelle le théâtre romain d'Aman. Puis, immédiatement, c'est le reflet du soleil dans un trou d'eau qui l'interpelle alors qu'elle monte à l'endroit le plus haut de cette butte de terre. Elle photographie le sol, des pierres déposées là selon une organisation qu'elle cherche à décoder. C'est alors que son regard se dirige vers l'étendue parfaitement plane, légèrement bombée, au milieu d'une forêt dont on ne voit que le sommet, une étendue aux couleurs chaudes, poudrée d'un voile blanc. Elle veut la contourner et son ombre la précède. Elle sait où elle connaît le paysage, puisqu'elle y est venue souvent depuis 2 ans pour observer la transformation de cette clairière mouvante qui regorge des plus belles argiles de l'Essonne. Comblé par des tonnes de terres excavées, le lieu s'est élevé
jusqu'à la canopée et l'eau déborde sur son pourtour. Alors, je voulais vous faire goûter la langue aussi, l'écriture d'Anne-Marie, parce que j'ai choisi ce moment, parce qu'il y a des textes qui précèdent ce passage-là, mais là, tu vas nous parler d'elle, elle qui est la photographe, qui est toi, et comment est venu ce besoin de mettre le personnage, ton personnage, toi, dans cette histoire-là, en plus des photographies? Oui, bah, merci de cette lecture. En fait, c'est vrai que c'est le seul passage où je dis elle, sinon je dis toujours je. Euh, eh bien, je sais pas, c'est venu tout seul. Mais oui, elle, parce que il y avait beaucoup l'ombre dans les images, peut-être à cet endroit-là. Aussi, peut-être un besoin de regarder, de me regarder de loin ou de, je sais pas, de. Oui, je peux me voir à force de revenir, je peux me voir. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'est venu le elle, la troisième personne. Et peut-être qu'elle est venue aussi parce que avant d'écrire ce livre, puisque c'est un livre que j'ai écrit, j'ai toujours écrit à côté de mes photos, hein, dans tous mes voyages, etc. J'ai toujours écrit, mais bon, pas un petit peu, pas faire un livre comme ça. Et avant de faire ce livre, bon, toujours, déjà mon premier livre, j'avais vu plein de journalistes, ça avait fait pas mal de remous, ce que je vous disais tout à l'heure, et tous, ils me disaient, mais il faut absolument que tu écrives sur ton travail, sur le paysage, etc. Bon, j'ai toujours su, mais et là, on m'a beaucoup encouragée à le faire. Et puis, il y a eu la période de confinement et tout ça. Et après, à ce moment-là, j'ai fait un atelier d'écriture chez Gallimard pour me. Bah, j'avais besoin de me légitimer pour savoir aussi. Donc, ça m'a permis de travailler avec d'autres gens et d'être critiquée, d'entendre les autres, etc. Et à un moment, on a eu un exercice aussi, il fallait faire, écrire à la troisième personne. Et peut-être que c'est grâce à ça que, à un moment, je me suis autorisée à écrire à la troisième personne. Voilà, c'est juste, je te dis tout ce qui me vient, hein, voilà, pour Non, mais je trouve que c'est t'expliquer cette troisième une personne. vraie curiosité de découvrir cette dimension-là. Voilà. Alors peut-être on peut avancer un peu pour aller Oui, donc voilà, on dans, continue d'avancer dans ce. Alors, où on retrouve les dispositifs panoramiques que tu voilà, fais depuis le début. le panorama qui revient ici, où on voit bien, voilà, un casier, et il n'est pas fermé encore, on voit bien les espaces derrière. Je photographie aussi la végétation spontanée au printemps. Enfin, j'observe vraiment le paysage sous toutes ses formes. Ça, c'est une vue du site à l'extérieur. Vous voyez, pas d'avion, rien. C'est complètement pictural, je ne sais pas comment dire. Voilà, d'autres étapes de ces images, d'autres maquettes de la Terre, d'autres étapes de ces chantiers. Et il faut vous dire que tout ça, c'est Paris. Hein, c'est Paris et c'est encore cette relation à l'espace, au vide. Voilà, il y a ces images aussi que je trouve très belles, hein, qui Oui, qui sont sont justement des images d'autre ciel, toujours ce travail sur la lumière qui vient tout le temps, la relation toujours à l'espace, peut-être au désert. Voilà, cette boue qui vient, cette masse, la terre qui commence à pousser, qui devient de plus en plus importante, etc. Et là, c'est le moment où le casier se ferme. Mais ce jour-là, je me souviens, j'étais arrivée. Bon, quand j'arrive sur le site, je rentre, c'est fermé. Hein, donc, je signale toujours ma présence au chef de chantier parce que je veux lui dire je suis là. Quand je pars, je lui dis je m'en vais, hein, pour qu'il soit aussi tranquille, lui. Et je me souviens, ce jour-là, il m'avait dit faites attention à vous. Ça venait de se fermer. Là, quand je suis passée là, je chantais bien que c'était mou. Enfin, que c'était. Il n'y avait pas de triste. Je suis passée, mais je chantais bien que la terre n'avait pas durci encore. Et j'ai découvert Ouais. dans le texte qui accompagne ton ouvrage cette notion que j'ignorais, que je trouve magnifique, c'est la notion de nombril. Ah oui, parce que c'est les termes qui s'emploient sur les chantiers, Le, donc le- le le- nombril de la terre. le nombril de la Terre, c'est quoi alors le nombril de la À un Terre? moment, quand un site est comblé, à un moment, il va se refermer. Il y aura une dernière fermeture qui s'appelle le nombril. C'est comme ça. C'est Et étonnant. les chefs de chantier, ces gens-là, ils ont une façon, une relation à leur chantier. Ils ont une façon de parler du chantier vraiment comme s'ils parlaient d'un corps en fait. Hein. D'accord, C'est une très, entité, encore une oui, oui, fois. oui, c'est très particulier. Et c'est des familles italiennes aussi qui travaillent la terre depuis des générations, dont le père, dont le grand-père travaillait déjà la terre. Et ils ont un vocabulaire très particulier. Moi, j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai beaucoup aimé parler avec les terrassiers, en fait. Donc là, j'avais envie de photographier des ciels aussi, toujours dans cette période de confinement, sur ces chantiers.
Voilà, donc c'est une accumulation d'images, toujours encore une accumulation de temps. Mais c'est pour vous dire que voilà, il y a tout un travail après, quand on construit une exposition, on a tout un tas de, voilà, des intentions qui peuvent se Est-ce formuler à l'intérieur de ces images. est-ce qu'à un moment, parce que peut-être c'est ce que vous ressentez, il n'y a pas du sublime? C'est-à-dire quelque chose qui vient aussi d'une histoire romantique du paysage, tellement c'est impressionnant, tellement l'échelle est spectaculaire, tellement il y a de la beauté qui se Oui, manifeste oui, dans la mais c'est de la lumière. beauté. Est-ce que, voilà, cette question du sublime, qui est un des grands sujets de l'histoire de C'est le l'art. sujet du paysage. Le sublime, mais c'est aussi la lumière. Mm. C'est la lumière, c'est la matière, c'est les éléments, c'est la nature. Et tout ça, c'est le paysage. Au départ, c'était un paysage naturel. Après, il y a eu le paysage s'est urbanisé, je dirais, c'était plus la notion d'environnement. Aujourd'hui, on parle plutôt de presque oui, d'écologie, en fait, pour parler du paysage. Donc les termes évoluent, mais c'est vrai que c'est plutôt l'aspect, le lien avec les éléments, mais toujours un paysage sublime. Quand on dit sublime, c'est toujours un lien avec l'espace, je dirais, moi, avec la lumière surtout, et le lien direct avec les éléments, où il n'y a plus que cette relation-là, c'est ça, Mm. où ça entre en scène, je pense. Donc là, juste pour vous dire que c'est un peu la méthode observatoire. Donc un casier se fabrique, on commence à verser de la terre, et puis avec le temps, ça se remplit. Voilà, ça devient une espèce de mer de terre, et voilà. Et après, ça se referme. Je vais finir avec cette année sur ce chantier. Donc, vous voyez, je photographie aussi les à côté. Donc ça, c'est pour vous donner la dimension des terroirs, hein, aussi de ces modes de paille. On a l'impression d'atterrir, de revenir à quelque chose qui serait la normale, hein, la végétation, la culture, Ouais. l'agriculture. Et c'est comme si, en un temps extrêmement accéléré, on avait vu un monde naître. C'est assez étonnant, quand Ouais. même, hein. Je me rends pas compte en fait. Moi, ce que j'ai vraiment montré, oui, voilà, j'ai vu. Je sais que tous les jours à Paris, je regardais le ciel, je regardais la lumière, j'avais envie de partir sur les chantiers, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et voilà, une autre image là, c'est au petit matin. Un autre, voilà, c'est le même site toujours, mais qui s'étend. On construit encore un autre casier, on le re-remplit. Une image presque maritime, hein, Mais oui, mais tout à l'heure aussi, on avait l'impression oui. d'être en bord de mer. C'est Mm, étonnant, mm, hein. mm, mm. Comment cette masse a un caractère liquide. Oui, Très étonnant. oui, oui. Et là, donc c'est une image de 2022. Ce casier que vous avez vu se remplir, il est fini. Il y a comme une espèce de dalle de terre durcie en haut, et puis on remet la terre des paysans, on la remet au sommet. Ce qui est fou, c'est Elle va leur être rendue. Donc on là, on comble voit. et on remet leur terre. Voilà, c'est ce qu'on voit là tout de suite, la terre qui est en train d'être mise. Ça fait comme une peau là qu'on met dessus. Et il y a un élément qu'on n'a pas évoqué et qui est loin d'être négligeable, qui est que tu es sur des sites d'archéologie aussi. Des grands sites néolithiques de l'Île-de-France. Oui, sur certains, Sur oui, oui. certains, oui. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de couches géologiques, Oui, 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 c'est des mais couches d'histoire, il y a oui, des oui. couches d'histoire. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a eu il y a eu des fouilles préventives avant des excavations, ou est-ce qu'on a recouvert? Qu'est-ce qui s'est passé Alors ça, exactement? c'est un autre très grand site, une autre emprise de 200 hectares où j'ai travaillé, qui est toujours en Seine-et-Marne, ça s'appelle Annette. Mhm. C'est là où il y a ce site archéologique. Oui, il y a eu des fouilles, bien sûr, préventives, et des fouilles qui n'ont pas continué pour manque d'argent, comme souvent chez les archéologues. Et donc, la terre, elles ont été recouvertes de terre. C'est aussi comme ça pour qu'on préserve aussi les chantiers de fouilles. Voilà. Donc ça, c'est le livre, hein, voilà, j'avais envie de montrer donc l'aboutissement de ce travail. Et donc ce récit, c'était l'envie aussi de raconter, pour conserver cette dimension politique, parce que tout ça maintenant c'est lifté, on n'en parle plus, hein, ça a disparu, mais c'était aussi l'envie de raconter de façon très personnelle, dans un contexte, et pour contextualiser, garder cette dimension politique de ce qui s'était passé, de ces paysages, de ces terres, et pour pouvoir nommer, dater, encore une fois, ce phénomène de transformation. Quand même, Voilà. par curiosité, puisque c'est une page d'histoire, hein, qu'on observe là, est-ce que, du point de vue des grandes entreprises, des grands opérateurs, est-ce qu'il y a eu des commandes, je dirais, de prise de vue ingénieriale, vraiment techniques, pour documenter, archiver les chantiers? Ça, là? Oui ou Non, en pas? fait, en fait, je crois que j'étais la seule photographe autorisée sur ces chantiers. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'autres images faites pendant l'acheminement des terres, hein. Après, maintenant que les chantiers sont finis, etc., où il y a des photos faites avec les pelleteuses, les engins, etc. Mais il n'y a pas eu d'autres photos. Voilà, c'est des chantiers qui sont interdits au public aussi, hein. Donc, c'est aussi une documentation importante, ce travail-là. Euh, Ce que je peux dire,
Qu'est-ce que je peux dire de plus, là-dessus? Ça donne envie d'aller les visiter. Oui, 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 Parce que mais oui, maintenant mais qu'on a les en images en fait, vous tête, ne on les se dit: verrez «Voilà». plus comme ça, Bah vous oui, 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 verrez oui. plus C'est rien, comme non. quand on va prendre les transports, Mmh. souterrains, avoir ces images en tête, c'est se dire: «Voilà, on rentre dans ce vide qui est devenu un plein Ouais. par ailleurs». Alors là, je vous ai montré ça et je vous montrais ce livre, mais dans mon précédent livre qui s'appelle Terre, sol profond du Grand Paris, les différents sites sont identifiés avec les points GPS, avec Mmh. toutes les natures des sites et les quantités de terre, etc. Donc, il y a aussi cette dimension très scientifique en fait des chantiers qui est dans le premier livre. Alors on évoquait tout à l'heure, Oui, voilà. Ah oui, alors, ouais, oui, je voulais juste, voilà, ah oui, j'ai entité. continué comme ça. Entité, c'est juste pour vous montrer que chaque site a une personnalité différente, que les images sont forcément différentes. Ça, c'est un autre site qui s'appelle Annette, celui dont on parlait, celui où il y a les fouilles archéologiques. C'est la période de confinement. À cette époque, le site est en partie à l'arrêt. Donc, vous voyez, les images sont très différentes. Ici, j'ai fait des planches complètement différentes. Chaque site a une personnalité, je dirais. Donc, c'est juste pour vous montrer que la photographie, c'est quelque chose de c'est vraiment une relation au paysage. Ça s'incarne très différemment suivant la personnalité du site. Ici, c'est un autre site qui s'appelle Louvre. Voilà, un site que j'ai vu se transformer complètement. Et une fois qu'il a été terminé, vous voyez, il y a une végétation spontanée. C'est des herbes qui sont pas bonnes, hein, qui sont parasites là. Mais c'était très étrange ces paysages avec ces herbes. Ici, c'est un autre site. J'ai voulu aller sur ce site, un site supplémentaire, un septième. C'est un site qui se trouve à Chelles. C'est un site urbain qui se trouvait en plein milieu d'une ville. Et vous voyez, on amène la terre par des chariots qui arrivent comme sur un plongeoir là. Voilà, c'est d'autres images, encore d'autres paysages complètement différents qui vont s'incarner dans ces chantiers. Voilà. Et on a dit Donc, qu'on allait jusqu'à tes travaux les plus récents sur la Loire dont tu parlais à l'instant. Là, tu es face à du mouvant, mais un mouvant extrêmement rapide. On va être dans le flux, dans l'eau, dans la Loire qui est, sauf erreur de ma part, le dernier fleuve sauvage. sauvage, hein. En fait, oui, donc tu m'as demandé de mettre quelques photos de Loire pour conclure, donc je l'ai fait. En fait, après avoir, donc juste pour terminer avec les terres, hein, ça a été un travail passionnant, un travail depuis que je l'ai fait, j'arrête pas de le montrer. Il est exposé tout le temps. Je vais le parler, faire des conférences. Là, il est exposé en Suisse. Il va être exposé au Palais Ducal à Nevers en octobre à nouveau. Enfin, ça s'arrête pas. C'est un sujet qui intéresse les gens. Et voilà, donc c'était pour conclure. Mais j'ai fini de faire des photos, moi, fin 2021. J'écris ce livre là en 2023. Et puis, depuis 2023, je commence à travailler sur la Loire, sur la question de l'eau. Et je reviens encore une fois aux sources, à mes racines en Haute-Loire, pour faire un voyage en France cette fois-ci et suivre le cours de ce fleuve. Et donc c'est à la fois une réflexion sur l'eau, sur nos territoires, et c'est aussi un voyage dans tout ce que ça veut dire pour moi-même aussi, le déplacement, la rencontre avec des territoires, des gens, etc. Donc là, j'ai mis quelques images de ce travail, qui est un travail complètement passionnant. J'ai mis des images du départ, des images des sources. Donc c'est un travail aussi qui est fait, c'est un projet personnel, hein, que j'ai monté de façon complètement indépendante. Donc il a été accompagné financièrement par le CNAP, par la mission Val-de-Loire et l'établissement public Loire, et plus récemment par le département de Maine-et-Loire. Et puis les différentes communes qui m'ont accueilli sur leur territoire pour que je fasse ce travail, ce parcours. Ici, on est en 2023 aux sources de la Loire. On est en Haute-Ardèche, parce que la Loire prend ses sources au Bangerbier-de-Jon, donc c'est la Haute-Ardèche, on est tout de suite en Haute-Loire après. Et c'est juste pour vous montrer le manque d'eau à cette époque. Dans la Loire, c'est un petit ruisseau. On est vraiment ici à 10 km du Gerbier, hein, et vous voyez la hauteur que peut prendre le lit de la Loire. Et là, il y a presque pas d'eau en 2023. On est après la grande période de canicule de 2022. Là, il y a un manque d'eau absolument visible ici. Ici, le barrage du Gage, où arrivent le Tauron et le Gage, qui sont deux affluents de la Loire. On voit bien le manque d'eau aussi dans ce barrage. Et La gestion de l'eau est très sophistiquée aux sources de la Loire, parce qu'il y a la ligne de partage des eaux. La Loire donne une partie de ses eaux à l'Ardèche. Il y a aussi un sujet très politique aussi aujourd'hui, très clivant, puisque on donne de l'eau à l'Ardèche, forcément, c'est normal, parce que sinon les Ardéchois n'auraient pas d'eau, mais il y a aussi beaucoup d'eau qui est donnée pour le tourisme de masse à Vallon-Pont d'Arc avec le canyoning, etc. Et il y a un manque d'eau crucial du côté Loire
puisque les nappes souterraines du Devèze étaient en partie vides. Et là, il y a un manque d'eau, puisqu'on amène de l'eau au village de Haute-Loire, qui manque d'eau. Donc, il y a tout de suite un peu des tensions sur ces zones. Oui, sous couvert Euh, de paysages qui peuvent sembler extrêmement ouais, paisibles, il y a vraiment des histoires ouais. très compliquées, hein. Et donc là, avec ce travail-là, il y a un nouveau point sur l'état des lieux avec ces nouvelles images. Ça, c'est des images aussi qui sont aussi au musée Crozatier. Il y a une image de ce site qui est très, très ancienne, que j'ai refotographiée. Donc, on voit la Loire passer. On est à Arlandes, ici en Haute-Loire. Et puis voilà, un affluent de la Loire en Haute-Loire. J'avais moi aussi très envie de mettre en lumière ces paysages des sources, parce que d'abord, j'adore ces régions. Et aussi parce que la Loire, dans l'imaginaire, enfin, pour beaucoup de gens, la Loire, c'est le Val-de-Loire, c'est tout le côté patrimonial de la Loire et puis l'estuaire. Et on en connaît beaucoup moins les sources. Et quand on va dans des colloques sur la Loire, on voit le dessin de la Loire et puis on voit Orléans, tout le parcours. Et puis après, il y a un fil pour dire que la Loire a une source. Mais moi, j'avais très envie de mettre en évidence dans ce travail les sources de la Loire, aussi parce que c'est des régions très rurales, des régions aussi où il y avait de la paysannerie. Et c'est les paysans qui ont conservé ces grands espaces. Et moi, j'avais envie de montrer voilà, de mettre en lumière cette partie de la Loire. Et le noir et blanc qui revient. Et le noir et blanc qui revient, le format qui revient, qui n'est jamais parti, hein, qui a toujours voilà. Mais là, on est plus vers Roanne avec toute une dimension archéologique dans la Loire à cet endroit-là. Vous voyez que l'eau, elle coule plus. Là, on est vers la Loire. Il y a le barrage de Villeray qui arrête la Loire volcanique, et après, il y a une retenue de 70 km. Donc, c'est très très beau, mais la Loire ne coule plus à cet endroit. Elle stagne. Voilà, puis d'autres images, parce qu'il y a aussi toute une dimension aussi de la route, du voyage dans ce travail. Donc je termine avec cette photo que je viens de produire pour le musée de Chinon, là tout de suite, voilà, pour Voilà, conclure ce voyage qui est... Maintenant, il va falloir que je travaille sur mes images, donc il y a énormément de photos, mais c'est juste c'est une autre étape. un départ. Voilà. Merci Anne-Marie Filaire, merci beaucoup. Merci Michel, merci à vous.